Alors, merci à tous de nous avoir rejoints pour la session de formation aujourd'hui dans le cadre des ateliers d'IFTM. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et on en est très contents et très fiers. C'est la deuxième session de formation que l'on organise avec Travel Pro Formation et je leur laisse la parole pour animer la session du jour. Merci Valentine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui encore si nombreux et bienvenue à ce deuxième atelier qui a pour objectif de mettre en avant les bonnes pratiques d'une négociation efficace. Comme l'a dit Valentine, on vous invite à poser vos questions et interagir via le chat ou l'espace de discussion avec les panélistes en direct. Je vous laisse en compagnie de Sylvia, consultante de Travel Pro et responsable d'un réceptif à Paris, et Michel et Camille, des comédiens stimulateurs artistiques. Bon atelier. Bon atelier. Bien, bonjour à tous, bien retrouvés. Je vais partager notre support. Et voilà, donc je pense que vous pouvez bien voir. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la négociation. Alors, négociation pour une fois du côté de l'acheteur. Hein, des formations sur les ventes, on en a tous fait, mais on ne pose pas l'attention sur l'autre interlocuteur pendant la négociation qui est l'acheteur. Donc c'est un peu le point de vue, le focus d'aujourd'hui. Donc, on a repris le même slogan. Demain, la négociation. Demain, pourquoi? Parce que on est dans une période de stagnation, disons, mais on est en train de négocier pour la saison qui arrive, pour la saison prochaine. Tous un peu stressés parce qu'il faut récupérer avec le business qui va arriver tout ce qu'on a perdu. Donc, on part peut-être sur des bases un peu agressive, un peu stressée comme ça. Donc, on va essayer de voir comment mener un processus d'achat plus tranquille. On a 4 points, donc, définition de la négociation. On parlera des profils des négociateurs. On va voir qu'est-ce que c'est ce processus d'achat et surtout, vous verrez, ça va en crescendo, mais on en parlera tout le temps, l'importance cruciale de la préparation. Et pour finir, on fera une conclusion autour du contrat idéal, l'ideal, sur comment gérer les marges de manœuvre, quelles techniques, et surtout arriver à une négociation réussie qu'on appelle win-win. Voilà. Donc, c'est un bras de fer, mais peut-être pas trop. Première considération. Donc, négocier, ce n'est pas seulement demander un prix. Moi, j'ai vu beaucoup de fois des collègues qui reçoivent une demande, un devis à préparer. Je lance les demandes. Je lance. Non, négocier, ce n'est pas demander un prix, c'est préparer une stratégie, préparer quelque chose de bien rationnel pour atteindre un objectif. Parce que négocier, en fait, on négocie tout le temps. La négociation, c'est comme une attitude. On négocie, vous pensez quand les enfants négocient parce qu'ils pleurent, ils font des caprices. Les couples, dans un couple, on négocie. En famille, on négocie. Au bureau, tous les jours, on négocie. Donc, la négociation, c'est autour de tout. Tout est négociable. Hein. Quand on veut atteindre un objectif, on a intérêt sur quelque chose et surtout, on a envie de négocier. Mais il faut partir du préalable qu'on n'est pas là pour se battre. Donc, la négociation n'est pas un conflit. Le conflit, c'est un conflit. La négociation, c'est trouver un accord, chercher des valeurs autour de notre objectif. Et si on est si on est rationnel et intelligent, on peut trouver plus de ce qu'on cherchait. Il y a, là, on n'a pas le temps parce que c'est un petit atelier. Il y a des études, des écoles de pensée, etc. Et il y a 2 grandes familles de styles de négociation. Il y a la négociation distributive. Donc, c'est quelqu'un veut quelque chose, s'il l'obtient, l'interlocuteur ne l'obtiendra pas. Donc, le jeu, la somme, c'est 0. Il y a un gagnant et un perdant. Et après, il y a une négociation plus moderne, raisonnée, disent les Américains, la négociation raisonnée qui s'appelle win-win, où les 2 parties gagnent, tous les 2. Parce qu'au lieu de travailler sur l'objectif, qui est souvent le prix, l'objet de désir, hein, on travaille sur les opportunités qu'il y a dans cette discussion. Donc, c'est un peu ce à quoi on veut arriver aujourd'hui.
Donc, cette négociation, on a dit que ce n'est pas un conflit, mais c'est comme un jeu de rôle. Hein. Donc, si on prend la négociation comme un jeu, quand on fait un jeu de société, on met la table, on prépare, on distribue les cartes, etc. Donc, il faut travailler par stratégie. Il faut savoir prendre des décisions à la dernière minute. Il faut oser des bluffs. Quand vous jouez à la carte, c'est comme ça. Vous utilisez le paraverbal, les expressions du visage, etc. pour rentrer dans le jeu, pour interagir avec la contrepartie. Parce qu'encore une fois, on a dit, ce n'est pas une bataille. Hein, c'est la création d'une relation autour d'un objectif qu'on veut atteindre. Je vous ai perdu. Allô? Bon, je continue. Michel? Oui. Ouais, t'as rien à dire là? En fait, j'étais au frigo, j'étais en train de chercher. J'ai acheté des oranges. Et elles sont où ces oranges? Elles sont les oranges, Eh mais ben, je les ai prises parce que je me suis fait un jus, j'avais envie d'un jus parce qu'en ce moment j'ai besoin de vitamines. Voilà, tout simplement. Quel jus? J'achète des oranges pour faire un gâteau. On reçoit mes parents et je dois leur faire un gâteau. Et mon père adore les gâteaux avec du zeste d'orange. Bah oui, mais moi, Et toi, tu fais des jus. Voilà, tu fais des jus. Bah parce que j'ai besoin de vitamines et surtout si on reçoit tes parents, si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est pas une raison. Il y a un moment donné, moi, j'achète. Faut parler. Demande-moi au moins au lieu de te faire des jus. Putain. Mais j'ai gardé les pots. J'ai gardé. Donc regarde, parce que tu sais très bien que moi j'aime pas la pub. Donc regarde, je les ai gardés. T'as gardé les pots d'orange? J'ai gardé les pots d'orange. T'as de la chance, hein, parce que franchement, c'est pas normal ça. Demande-moi. Je t'ai pas volé les oranges, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. T'as pas volé l'orange? Non, j'ai pas volé. Ouais, prends-moi pour un con, hein, t'as pas volé l'orange? Non. J'ai pas volé l'orange. J'ai pas volé l'orange du marchand. Voilà. Comme quoi, si on négocie à un moment donné, ben on sait, voilà. J'ai besoin des pots d'orange. Et puis, il faudrait peut-être que tu arrêtes avec la cellulite maintenant. Bien, bah, bon, on a tout compris, non? Si au lieu de rester sur la position, moi je veux ça, et moi je le veux aussi, et bien on regarde l'intérêt qui est autour de l'objet à négocier, et peut-être qu'on va trouver des opportunités communes. Donc en fait, cette coopération entre Michel et Camille, eh bien, a créé un jus d'orange d'un côté, un gâteau avec les zestes d'orange. Et donc, la valeur a été doublée. Il n'y a pas que la valeur d'une orange, c'est la double valeur pour l'orange. C'est une petite métaphore, mais essayez de l'appliquer dans la prochaine négociation. Donc, on avance un peu. C'est clair que quand on négocie, on est des humains, hein, on s'énerve, on laisse partir les émotions. Et donc, on risque parfois d'utiliser des mots qui peuvent ruiner notre négociation plus tard. Hein. Donc, si on arrive à gérer cet élément humain par le comportement, par la communication, mais surtout par la préparation, si on est préparé, on ne va pas s'énerver et on va arriver à l'objectif plus vite. Hein. Donc, il faut vraiment jouer sur le rationnel et pas sur l'émotionnel. Parce que si on a bien préparé, on a des cartes à jouer plus tard dans les bluffs. Hein. On a des cartes, ce qu'on peut céder et ce qu'on peut, on ne doit pas céder parce qu'on ne peut pas. Il y a des concessions que je peux faire sous condition et il y a des choses qui sont non négociables. N'est-ce pas, Michel? Ouais, on a plein de gens qui commencent à nous poser des questions. Ouais, d'ailleurs, moi j'ai une question, Sylvia. Est-ce que tu as des conseils pour bien préparer ma négociation? Oui, j'ai des conseils. J'ai même une méthode qui va arriver dans les slides suivantes parce qu'il faut juste s'organiser. Et vous verrez, il y a 3 phases. Et donc, il faut bien travailler sur la phase de la préparation qui est avant la négociation. Y aller préparer. Parce que peut-être que l'interlocuteur n'est pas si bien préparé. Et si nous, on est préparé, c'est bien. Donc, on le verra plus tard. Il
Il y a aussi une question sur le slide, enfin sur le chat qui est assez intéressante. C'est sur la slide précédente, on voit que le message passe à 55% sur le visuel, mais dans une relation téléphonique. Une question qui nous vient de Elena. Voilà. Alors moi, Oui, dans une relation téléphonique. Bon, bah, dis ce que tu veux. Alors. Non, réponds. Et moi, j'ai une réponse, mais vas-y. Je pensais qu'il y avait FaceTime, tout ça, éventuellement, peut-être, ça peut être sympa. Et si tu l'as pas? Ah bah, il faut changer de métier. Oui, mais moi, je dis que par téléphone, on peut sourire. On peut être très, très acide. La voix au téléphone. On peut sourire au téléphone. On peut ne pas manger les gens par téléphone. Donc, en fait, en visio, c'est super bien. En présentiel, comme on dit maintenant. Mais par téléphone, on peut jouer, et c'est vous que vous pouvez le dire, hein, on peut jouer avec la voix. Ou pas? Et quoi d'autre encore? Parce que là, tu parles de la préparation, donc la règle du 80-20. C'est quoi? Parce que si tu as toutes tes cartes, la préparation, alors là, on verra plus tard, mais moi, je vous dis, je suis un peu vieux jeu. J'ai toujours un petit cahier, des petits papiers où j'ai écrit avant de décrocher le téléphone ou avant d'aller voir quelqu'un, tous les éléments qui sont importants. Donc, je me prépare. Tu te prépares avec des statistiques des années précédentes si c'est un renouvellement de négociation. Tu te prépares avec les 2-3 informations que tu peux avoir sur l'interlocuteur, sur sa société, etc., sur ses présumés besoins, etc. Et je prépare surtout mes objectifs, les concessions que je peux faire. Vous verrez plus tard. Mais préparez avant. Allez préparer à une négociation par téléphone ou par rendez-vous. Et le 20% qui reste, c'est jouer sur place l'entretien. Il y a peut-être des questions dans le chat? Alors oui, il y a Marjorie qui dit si les deux font du 80-20. Ça fait du 160-40. Eh ben, il faut que le 80 soit plus efficace que le 80 de l'autre. Et après, il faut jouer son pouvoir, son charisme, le pouvoir on le verra plus tard, le pouvoir de la négociation, c'est aussi donné par l'expérience, c'est du caractère de la personne, du charisme, des arguments et de la force de la boîte aussi, il faut le dire, hein, parce que on peut être plus puissant si on représente un géant qu'une petite société. Mais moi, je crois aussi aux petites sociétés. Toujours, j'ai vécu dans les petites sociétés. D'autres questions? Pour l'instant, non. Bon, alors, on avance. Voilà. Donc, compris l'espace des manœuvres. Hein? Donc, si moi, je sais ce que je peux négocier, éventuellement sous condition, je dis, je te donne ça si tu me donnes ça. Et je sais ce que je ne peux pas négocier parce que c'est le seuil bas de ma négociation. Donc, voilà. Ça, c'est l'espace de manœuvre. Il faut l'avoir bien clair dans notre 80. Et après, c'est très important de connaître le profil du négociateur. Je vais parler de pouvoir, mais il y a aussi le caractère. Il y a l'âge, hein, parce qu'on peut commencer à négocier à 21 ans, ou on peut avoir en face quelqu'un de plus de 50, mûr, avec des années de négociation. Donc, le profil du négociateur, c'est très important. Donc, je passe par l'animalier parce que ça donne de l'effet, hein, comme ça, en tactile. Un lapin. En négociation en lapin, c'est tout doux, tout mignon, ça plaît à tout le monde et il est ami de tout le monde. Sauf que si on fait comme ça, si on est ami de notre interlocuteur, on lui donnera toujours raison et on ne sortira jamais nos armes. À l'opposé, on a le tigre. Alors, parfois, on est obligé de faire le tigre parce qu'on a des objectifs donnés par la direction en disant « Ouais, alors là, il faut récupérer tout ce qu'on a perdu, donc je veux plus de commissions, plus de délais de paiement, je veux ci, je veux là. » Et le pauvre négociateur, il se trouve avec des objectifs intenables. Et donc, il a la tendance de sortir les griffes. Hein. Et ça c'est pas bon non plus parce qu'on va perdre tous les fournisseurs, les partenaires, et on va se montrer comme quelqu'un d'antipathique comme ça la prochaine fois qu'on téléphone, déjà il se prépare à nous attaquer, etc. Donc, il faut arriver à une mutation intelligente et rationnelle, on devient un lapin tigre. Hein? Donc, on a des bonnes intentions, des objectifs très clairs, mais on a quand même le mental d'un tigre, on sait où on veut arriver, tout doucement. Donc, ce profil, je ne dis pas que vous devez vous identifier, mais bon, un peu, hein, savoir où vous en êtes quand
quand vous négociez. C'est important de savoir. Et savoir, quand on exagère, de ne pas être trop tigre, ne pas être trop lapin. Pourquoi? Parce que dans cette relation de négociation, ben, il y a deux positions. En fait, on est dans la même activité, la négociation, et où on achète ou on vend. Hein. Le vendeur, on sait, on connaît bien son processus d'achat. Hein. Il arrive, il doit vendre son produit, donc créer le besoin et donner l'envie à l'acheteur d'acheter. Mais bon, c'est l'acheteur qui décide, bah, ça m'intéresse. Et si ça l'intéresse, ben alors c'est là qu'on commence à négocier. Là, c'est un peu la revendication du pouvoir de l'acheteur. C'est l'acheteur qui mène la danse. C'est l'acheteur qui donne le feu vert. Un vendeur peut avoir l'argumentation du siècle, il peut avoir présenté son prix comme il veut, voilà. Mais si l'acheteur ne dit pas, bon, c'est bon, on en parle, eh bien, la négociation ne commence pas. Et en plus, l'acheteur, c'est aussi un vendeur. Parce que l'acheteur, il vend quoi? Il vend sa puissance, il vend sa marque, il vend la confiance dans une relation qu'on peut créer et qui devient durable. Donc, l'acheteur doit aussi savoir vendre. Et surtout, il faut penser que les timings ne sont pas les mêmes. Le vendeur, il arrive tout de suite à la négociation avec ses armes. L'acheteur, il écoute. Et après, une fois qu'il a décidé, il a dit que les arguments peuvent l'intéresser, ben, et alors là, il commence. Donc, c'est un peu ça la première partie qui doit nous positionner. Savoir qui on est et savoir comment on va approcher cette négociation. Donc, le vendeur commence, l'acheteur commence seulement après certaines phases de son processus d'achat. Qui seront, toi, on les verra bien. Des questions là ou je peux continuer? Non, pour l'instant, on n'a pas de questions. Je continue. Pas de questions. Okay. Alors, on va voir comment c'est ce processus d'achat. Donc, pour acheter, on a parlé des 80-20, mais on a trois qualités de ce fameux négociateur. Il doit savoir prévoir, donc dans le temps de préparation. Il faut savoir agir pendant l'entretien, quand il négocie. Et il faut savoir clôturer et réaliser son contrat, son objectif. Donc, trois qualités. Prévoir, agir, réaliser. Et ces trois qualités, il doit les jouer dans 3 temps. Le processus d'achat, ça fait avant, pendant et après. Donc, ce scénario qui commence par l'avant de l'acheteur, il doit définir les besoins internes ou les instructions, parce que les besoins internes, c'est très souvent des instructions qu'on reçoit d'un supérieur hiérarchique. Et donc, il faut éviter d'être un tigre, déjà là, il faut être rationnel et digérer ces instructions. Et après, il faut avoir, toujours dans l'avant, l'objet, la source de négociation, donc faire une recherche externe des fournisseurs, des prestataires qui peuvent correspondre à ces besoins internes. Hein. Donc, il faut faire un inventaire, toujours ça dans la préparation. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver quelque part et penser de faire un entretien de négociation en présentiel ou par téléphone sans savoir si l'interlocuteur est intéressant pour vous. Donc, ça rentre dans l'étude avant. Hein, connaître les besoins internes de l'entreprise, donc les instructions de négociation, et connaître les possibilités externes qui sont données par des fournisseurs qui sont potentiels, possibles, probables. Mais on ne va pas négocier avec tout le monde, donc on va faire un tri. Tiens, on a 10 restaurants, 10 hôtels qui correspondent à la programmation que je dois faire. Je vais en choisir 5 et sur 5, je vais les appeler et je négocierai peut-être avec toi pour comparer. Donc, ça, c'est tout le travail de préparation qu'il faut faire avant. Pendant l'achat, donc pendant l'entretien en présentiel ou la conversation téléphonique, il faut sortir son art d'acheter, son pouvoir, son savoir prendre des décisions, son savoir bluffer. Hein. Donc, bien sûr, il faudra, on a lancé l'appel d'offres, les demandes aux prestataires possibles. Il faut comparer les offres. Il faut savoir ce qu'on va
discuter et négocier avec chaque prestataire. Et pendant l'entretien, il faut sortir nos armes et nos techniques qu'on verra plus tard. Et la troisième phase, c'est la phase l'après, parce que même si on a été très bon en préparation et pendant la négociation, et il faut savoir si on a vraiment fait ce qu'on avait prévu, donc si on a atteint les objectifs, et il faut aussi évaluer si on n'a pas laissé passer des opportunités. Hein. Donc, l'évaluation de résultats, c'est encore une phase, parce qu'on peut encore faire une petite marche arrière et renégocier quelque chose pour optimiser. Donc, ces trois phases, avant, pendant et après, sont les phases cruciales de la négociation, du processus d'achat. Et l'importance qui est prédominante, c'est la phase de préparation, parce que si on a bien préparé et on a tous ces cartes à jouer, l'espace de manœuvre qu'on a vu avant, eh bien, on peut débattre et on peut sortir dans la négociation avec plus de résultats partiels, parce qu'on verra, la négociation ne se fait pas avec un résultat final total, mais on peut aussi avoir des petites victoires qu'on fixe pour sauter sur le deuxième niveau et continuer la négociation. Est-ce que c'est clair, ce passage avant, pendant et après? Alors, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Dimanche, j'ai invité maman à déjeuner. Non, maintenant, tu l'as déjà invité dimanche dernier? Oui. Bon, on avait dit quand même pas plus de 2 fois par mois. Oui, bah, ça fera la deuxième fois. Et du coup, je me suis dit, je te préviens bien en amont, comme ça, tu es au courant. Oui, je suis au courant, mais j'ai beau être au courant, c'est pas ce qui me fait plaisir le plus au monde. Mais attends, parce qu'en plus, je lui ai dit que ce serait toi qui allais lui faire à manger. Oh non, là, t'es gonflé. Ah si, si. Oh, oui, si, ça va lui faire plaisir et à moi aussi. Mais faire plaisir de quoi? Elle va encore critiquer tout ce que je fais, ta mère. Tu sais très bien. Je lui fais un œuf au plat, elle trouve le moyen de me dire que je ne l'ai pas bien cassé. Je sais pas comment elle fait, mais... Écoute, Bernard, sois conciliant, s'il te plaît, d'accord? Donc, elle vient, elle sera là dimanche et je pense que vous allez cuisiner ensemble et ça va vraiment vous rapprocher. Mais pourquoi? Que des contraintes? Bah, ta mère, faire à bouffer et avec elle en plus? Oui, mais je te le dis avant pour que pendant, tu sois ouvert, tu vois? Ah, ça pourrait être ouvert, je vais être ouvert, oui. Et en parlant d'ouverture, oui. Pour le après, quoi? Je te prévois... Allez, ça y est, encore des menaces. Non, un petit striptease, Bernard. Si je fais la cuisine avec ta maman, mère. Oui. D'accord, à ce moment-là, est-ce qu'elle peut revenir 2 fois par semaine? On verra après. Ok. Alors, Camille, là, elle a vraiment bien préparé sa négo. Vous imaginez, si elle devait annoncer la visite de la maman sans avoir des cartes à jouer, des petites concessions, etc. Bah, super. Donc, avant, pendant et après. Et donc, dans ces 3 phases, par contre, il faut avoir quelques techniques à utiliser parce que chaque interlocuteur est différent. Hein, donc, il faut bien se préparer avec des petites techniques. Alors, déjà, on a dit que l'avant, c'est la phase de la préparation. Donc, il faut savoir quel est l'enjeu. C'est-à-dire, c'est un fournisseur que je connais déjà, que je connais, qu'il est content, que je connais, qu'il n'est pas content du tout. Est-ce que c'est une nouvelle négociation? On parle à zéro. Donc, la tension, l'émotion dans cette phase de négociation, de première approche, différent selon l'enjeu et la situation et le contexte. Est-ce que j'ai clair l'objectif? Donc, ça, c'est clairement de la phase de préparation. Est-ce que j'ai une alternative? L'alternative, c'est quoi? Au cas où ça ne marche pas du premier coup, ce que je veux. Hein? Donc, enjeu, objectif, alternative. C'est les 3 points cruciaux dans la préparation. L'objectif, attention, il ne faut pas être des tigres. Il ne faut pas que l'objectif soit trop impossible. Voilà. Il doit être réalisable et il ne doit pas être minime. Donc, il ne faut pas être ni tigre ni lapin en fixant l'objectif. Il faut connaître la situation. Hein. Et donc, pendant la course à l'objectif, il faut aussi explorer toutes les possibilités. S'il y a des alternatives possibles, s'il y a quelques virées qu'on peut prendre. Donc, un objectif, disons, souple.
mais toujours de la direction. Et il faut connaître les limites. Vous savez, quand on a parlé d'espace de manœuvre, il faut savoir les limites. Les limites, c'est le non négociable. Donc, s'il y a du non négociable et on reste trop de temps à discuter sur quelque chose qui n'est pas négociable, il faut se dire comment je me sors de cette impasse, mais si j'ai une alternative, je peux me sortir. Donc, quelle est la meilleure alternative possible au cas où ma question, ma demande qui concerne l'objectif que je veux atteindre n'est pas réalisable. Donc, il y a des écoles de pensée. Les Américains, ils ont une sigle. Les Français, ils disent MESOR, meilleure solution de l'échange. Bon, entre nous, c'est un plan B. Donc, c'est une solution de repli. Donc, si j'ai la solution de repli préparée avant, eh bien, je pourrais la sortir comme une carte gagnante. Hein. Donc, c'est très important pour rester dans le calme, dans la tranquillité, ne pas se faire prendre par les émotions. Et en plus, on a déjà parlé de pouvoir, ce plan B, l'assurance, la tranquillité d'avoir un plan B dans la poche, ça nous donne une tranquillité dans la négociation, dans l'entretien, ça nous donne du pouvoir parce que le négociateur, il va se faire une idée, il dit, mais celui-là, celui que j'ai en face, mais il en sort une tous les 2 minutes de son chapeau. Donc, on travaille aussi l'idée, la perception que l'interlocuteur se fait de nous. Et donc, notre pouvoir augmente. Parce que, comme on l'a dit, on peut être un jeune négociateur et on peut avoir en face un négociateur mûr à rusé. Et donc, il faut être capable d'exploiter son pouvoir. Et parfois, on n'a pas l'expérience qui est nécessaire, mais si on est préparé, ce pouvoir augmente. Hein. Donc, avoir un plan B, ça va nous sortir des problèmes. Et alors, encore une fois, pour travailler notre pouvoir, il faut travailler sur le mental et sur la communication. Parce que, je ne sais pas, hein, peut-être Michel et Camille, vous connaissez un peu plus ça, de ce problème de trac, de problème. Ok, il n'y a pas de problème, d'accord, John? Tu vas, ok? T'as pas mal, John? Non! Ok, faut que tu visualises le terrain, faut que tu sentes la terre, ok? Voilà. Et en visualisant le terrain, t'auras pas le trac, t'auras déjà vécu ton combat, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je la voulais pas, ça dire, colonel, pourquoi vous m'avez envoyé votre fille, colonel? Elle est encore pire que vous. Oh putain. Allez, on y retourne. Mais on va où, colonel? On n'arrête pas de faire des trucs sur place. J'en ai marre du crossfit. Moi, j'avais signé pour voir du pays. Je suis enfermé avec ce putain de confinement. J'en peux plus. Vous me faites faire des entraînements pendant 20 heures par jour. Le prochain qui va arriver, c'est pas un voyage que je vais lui vendre. C'est un tour du monde en 600 000 jours. J'en peux plus. Ok, je vois que t'as pas le mental, John. Ça fait mal. Alors, l'importance du mental. Hein, si on se prépare, notre mental, au moment donné, sera fort. Et si on est capable de paraître selon notre objectif, donc semblable, supérieur en opposition, ça va augmenter notre pouvoir. Hein. Donc, travailler notre communication, la préparation physique et cet esprit volontaire, hein, cette volonté d'atteindre l'objectif. Si on est là, si on négocie, ça veut dire qu'on est capable. On joue notre rôle parce qu'on est capable de le faire. Donc, c'est important. On arrive au pendant. Donc, on a fini la phase de préparation. On est d'accord? On arrive finalement à l'entretien en face à face ou par téléphone. Donc, c'est là qu'on doit jouer nos techniques en prenant en considération le contexte, bien sûr. Si on est par téléphone, on a certaines armes. Si on est en présence, on en a d'autres. Et il faut travailler sur le contexte qui nous donnera l'objectif. Donc, dans tous les cas, dans toutes les techniques, c'est la première impression qui compte. C'est-à-dire, si on arrive à transmettre une impression de sympathie, de professionnalisme, d'intérêt dans la négociation, cette impression va durer toute la négociation. Donc, il faut bien travailler sa communication verbale ou non verbale si on est en face, parce qu'on travaille sur la perception que l'interlocuteur aura de notre capacité.
Et pendant cette négociation, il ne faut jamais oublier qu'il faut reconnaître des opportunités qui se présentent. On a beau être préparé, il y a quand même des aléas de la négociation, des situations. On ne peut pas tout avoir prévu des réactions de l'interlocuteur, de son émotion. Donc, il faut être très attentif. Gérer la première impression et être attentif à toutes les possibilités pendant l'entretien, pendant la négociation proprement dite. Donc, c'est la phase cruciale. Mais on est fort parce qu'on est préparé. Et l'objectif, c'est de trouver cette opportunité comme si c'était une tranche de gâteau. Vous voyez la différence entre avoir une tarte fine ou avoir un gâteau bien levé. Si nous, on a trouvé des possibilités en plus de ce qui en a été prévu, c'est comme si on s'assurait une tranche de gâteau bien plus grosse. Donc, les opportunités vont augmenter notre gain et vont augmenter des possibilités de coopération avec notre interlocuteur qu'on n'avait peut-être pas prévu avant. Et sur quoi on négocie? Ben, on ne peut pas négocier sur tout. Hein. Surtout, il ne faut pas négocier aux extrêmes parce qu'il y aura sûrement une zone de négociation que l'interlocuteur ne lâchera pas. Donc, il faut être tellement rusé de connaître la zone de possible accord, la ZOPA. Hein, c'est une danse. Ce n'est pas la Zumba, mais c'est la ZOPA en négociation. Donc, c'est inutile de négocier sur les pistes extrêmes de la danse. Il faut se concentrer sur la partie où on peut trouver un accord commun. Donc, il faut travailler sur quoi? Sur l'empathie, il faut travailler sur l'intelligence, et il faut travailler sur cette recherche d'accords et de relations possibles. Et si on utilise aussi des petites techniques, des armes comme le silence pour semer le doute, pour faire en sorte que l'interlocuteur puisse se demander est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je vais le perdre, cette possibilité, etc. Est-ce que je suis capable de reformuler en continuation? Parce que quand on a une petite victoire, si on reformule, on la fixe. On la fixe comment? On va dire, bon, alors, sur ça, on est d'accord, je veux le marquer parce que je vais t'envoyer un mail plus tard, comme ça, on fait le résumé. On est bien d'accord que sur ces points, on est tous sur la même, sur la même zone et sur la même onde. Et donc, quand l'interlocuteur dirait « oui, je suis d'accord », vous avez reformulé, il a reconfirmé son accord. Pour reformuler, il faut être capable de poser des questions. Parce que si on pose des questions, c'est là qu'on trouve les opportunités supplémentaires qu'on n'avait pas pensées. Donc, reformuler, questionner, reformuler, utiliser le silence pour laisser un peu de doute et utiliser toute l'empathie possible pour créer la relation, et bien, ce sont les techniques que vous pouvez jouer au niveau personnel tout en restant rationnel. Pourquoi? Parce que vous avez votre objectif en tête. Et on arrive à l'après seulement quand on a rejoint un équilibre. C'est-à-dire il y aura un moment de cette danse de la négociation où à force de poser des questions, reformuler, rajouter des détails, laisser parler l'interlocuteur, hein, parce que ça, il faut aussi faire. Et on aura un équilibre entre ce qu'on veut, l'objectif qu'on veut atteindre, ce qu'on peut lâcher, et pour faire en sorte que les deux parties aient trouvé un intérêt sur cet accord, sur cette négociation. N'oubliez pas que dans ces moments de reprise, tout le monde aura envie d'avancer. Je ne pense pas qu'il y aura des gens qui négocient pour dire c'est comme ça ou pas autrement. Et on a trop besoin en ce moment de trouver un accord pour récupérer le plus de clients possible. Donc, il faut viser l'équilibre et pas seulement notre objectif égoïste. Donc, ça, c'est l'importance de l'après. C'est la finalisation du contrat à la recherche d'un équilibre. Il faut éviter des erreurs de timing, parce que si on va trop vite à cette conclusion, peut-être qu'on n'a pas exploité toutes les possibilités supplémentaires qu'on avait. Donc, il faut gérer la phase de conclusion de façon intelligente. Il faut prendre des reculs quand il y a de la tension. Donc, il faut baisser toute la partie émotionnelle
et peut-être fumer une cigarette, prendre un café, parler d'autre chose 2 minutes et après revenir. Ne pas laisser l'émotion et la rage ou des mots qu'on ne voudrait pas dire dans une négociation parce qu'on peut casser des équilibres. Donc, je recherchais l'équilibre, faire le jeu de concession. Donc, je te donne ça si toi tu me donnes ça, poser des questions, reformuler et donc avoir des petits accords partiels, ne pas aller trop vite, prendre du recul et à un moment donné, eh bien, il faut donner le signal d'achat. Il faut dire, je pense qu'on y est, je pense qu'on est bon. Hein. Donc, le signal d'achat, c'est qui le donne? Pas l'interlocuteur, c'est l'acheteur. Non, ce n'est pas votre prestataire qui le donne le signal d'achat, c'est vous. Quand vous êtes content de cet équilibre que vous avez rejoint. Et une fois qu'on a donné le signal d'achat, et donc on formalise, je t'envoie un mail, je signe sur place, tu m'envoies un contrat, chaque négociation est différente, mais alors là, il faut prendre le temps de célébrer la signature. Parce qu'il faut créer, on n'oublie pas que l'interlocuteur, ce n'est pas un ennemi, on n'est pas en conflit, donc c'est notre partenaire, le prestataire. Donc on célèbre la signature. Je ne sais pas comment. Hein. Ah ouais. Non, c'est bien célébré la signature. On a célébré la signature. Vas-y. Qui ne signe pas n'est pas agent de voyage. Gage. Qui ne signe pas n'est pas agent de voyage. Voyage. Nous. T'as eu comme. Regarde, c'est là. T'as eu comment j'ai repéré le signal d'achat. Ah, tu l'avais repéré le signal. J'avais vu le paf, et là j'ai sorti stylo, paf, signé. Et c'est ce que j'ai aimé quand elle est rentrée dans la Zopa. La Zopa, c'était bien. Moi, j'en fais de la Zopa pour me muscler les fessiers. Ouais, c'est la zone d'impossible, d'accord. Ouais. Tu crois que ça serait. Elle est où ta zone possible, d'accord? Parce que ça permettrait de fêter tout, vraiment. Chanter, mais pas des pieds. Ça, avec modération, et puis après avec qui tu veux. Allez. Ouais. Bon, donc ils ont arrosé, chin-chin. Eux, ils disent chin-chin. Moi, je dis win-win. Et c'est un peu le slogan de cette négociation moderne, intégrative, rationnelle, raisonnée, comme ils disent les Américains, je vous ai dit. Donc win-win parce que les deux parties sont gagnantes, parce qu'on a développé toutes les opportunités possibles, on a négocié de façon rationnelle sans se laisser prendre par les émotions, parce qu'on était préparé, on avait des objectifs. Donc, il y a des techniques pour ça. Il faut, comme j'ai dit, jouer l'empathie. La technique du boomerang, on peut, à un moment, quand il y a un moment de stagnation comme ça, ou qu'il y a une proposition de la part de l'interlocuteur qui ne nous plaît pas du tout, au lieu de dire « mais non, mais tu n'as rien compris », etc., on peut tranquillement dire « mais comment penses-tu que je peux accepter ça si c'est comme si je te proposais quelque chose d'inacceptable ». Donc, l'empathie avec un petit boomerang. Il faut savoir qu'il ne faut jamais dire non. C'est mieux dire « oui, mais ». Oui, mais ben, les adolescents, ils savent bien le faire. Hein. C'est toujours non, je ne fais pas oui, mais oui, mais. Donc, c'est mieux que non. C'est la même chose, mais ça passe mieux. Et ça peut laisser un moment de recul. Et après, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il ne faut pas courir. Il faut surtout savoir qu'on n'a pas en face un ennemi personne. Il faut savoir séparer la personne, le négociateur, du problème qui est l'accord. Donc, si on attaque le problème et pas la personne, eh bien, la personne sera notre allié parce que tous les deux, on veut arriver au bon prix pour une série de groupes, au bon prix pour une négociation brochure, etc., etc. Le problème, c'est l'accord qui doit être gagnant pour les deux parties. Ce n'est pas la personne qui dit pas oui à ma question, à mon objectif. Donc, en jouant sur le focus de la position de la personne, donc savoir que le problème, c'est l'accord et pas la personne, eh bien, on saura communiquer de façon différente.
Et on saura gérer nos émotions de façon différente et on sera capable de laisser à l'interlocuteur une perception différente de nous-mêmes. Hein. Donc, l'empathie, c'est mettre à la place. Si je ne lui propose pas ça, il n'acceptera jamais. Alors que je vais proposer ça, il va l'accepter parce que c'est intéressant pour lui aussi. Donc, ça, c'est très important, le focus. Et on a deux possibilités. Si on est un lapin ou si on est un tigre, si on choisit la coopération, donc cette négociation, disons, intégrative, on fait le focus sur la relation qui peut être de longue durée, parce qu'un fournisseur gagné pour un accord, ça peut être un fournisseur qui va commencer à travailler avec nous ou qui a déjà travaillé avec nous et qui continuera pendant des années. Donc, si on privilégie la relation, on est dans la stratégie de coopération. Si on est un tigre et on veut que voir notre objectif, eh bien, on sera en compétition. Donc, on part sur une atmosphère beaucoup plus agressive et donc peut-être moins de succès, moins de résultats possibles. Donc, je reviens encore une fois, il faut décortiquer le problème et pas attaquer la personne. Et il faut préparer toutes les cartes à jouer avant. Hein, parce que plus de cartes à jouer, plus je gère mon pouvoir, plus je freine mon stress et plus j'ai des petites jokers à sortir comme des bluffs. Donc, et je peux exploiter mon pouvoir. Hein. Donc, si j'ai un plan B, je peux réduire l'échec parce qu'il faut le prévoir. Pendant la préparation, on prévoit l'échec. On peut prévoir que ce que je vais demander, ça ne va pas passer. Si j'ai une alternative, eh bien, ce sera plus facile y arriver. Et donc, cette marge de manœuvre… Juste un truc, ouais. C'est que vous parliez de prévoir l'échec. Moi, personnellement, ça fait à peu près 55 ans que je vis dans l'échec et mon plan B, c'est de réussir. Est-ce que ça peut marcher aussi ? Eh bien, réussir comment ? Ben, je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à réussir, vous voyez. Alors, j'ai vu que vous parliez effectivement de préparer se préparer à l'échec, mais quand on échoue tout le temps, est-ce qu'on peut aussi se préparer à réussir ? Bah, si on a des plans B à chaque fois qu'on commence quelque chose, parce que l'échec, pourquoi ? Parce que peut-être on voulait trop. On voulait quelque chose chez quelqu'un qui ne pouvait pas nous le donner. Ah oui, certainement, vous êtes dans ma vie, vous. Voilà. Donc, si moi j'ai une marge de manœuvre raisonnée, c'est-à-dire que j'ai une hypothèse très haute, c'est mon objectif, une hypothèse très basse, c'est non négociable. Et après, je joue entre ces deux limites. Hein. Donc, je joue le bluff, je joue avec mon plan B, mais j'utilise les cartes au bon moment. Parce que si je vais partir tout de suite avec mon hypothèse basse, ben, mon interlocuteur va me manger. C'est clair que je serai un échec là. Donc, il faut savoir ce que je demande à qui et comment. Alors, on a une question de Elena qui nous dit, dans les relations un peu tendues de lose-lose, quand on doit annuler des départs, est-ce qu'on peut amener un tigre à devenir un lapin-tigre ? Le tigre, ce sera l'interlocuteur ou le négociateur dans ce cas-là ? Ah ben, voilà. Alors, Elena, peux-tu préciser ta question, s'il te plaît ? L'interlocuteur. L'interlocuteur. Ah, donc, je réponds à la question avec une autre question. Ah, donc, c'est lui qui c'est un tigre. Eh bien, alors, il faut peut-être travailler un peu de lapin pour l'adoucir un peu. Si on a bien préparé notre carte à jouer, peut-être on a des alternatives pour le futur. On peut dire, on a déjà constaté l'échec, on est obligé à annuler tous les départs, mais alors là, vous travaillez le contexte en empathie. On est tous dans le même bateau, on a tous le même problème. Travaillons pour repartir. Donc, si l'interlocuteur est agressif, eh bien, nous devons être lapin-tigre. Nous, pour que lui soit un tigre. Est-ce que ces notions de seuil, de marge de manœuvre sont claires pour tous? Moi, je pense que dans cette préparation qu'on fait avant, on fait facilement
on peut écrire facilement notre objectif haute, qui est notre souhait principal. Je téléphone parce que je veux le meilleur prix du monde, la meilleure disponibilité et je veux l'exclusivité. Donc ça, c'est l'hypothèse haute. On ne l'aura jamais. On sait notre hypothèse basse, mais on ne prépare pas très souvent les hypothèses au milieu. Et donc, on n'a pas de carte jouée. Et l'entretien ou la conversation téléphonique se termine tout de suite. Donc, c'est ça notre problème. Il faut gérer le timing et pour gérer et remplir le timing, il faut avoir des arguments. Donc, c'est ça qu'il faut préparer en avant. Il faut doser pour gérer. Donc, il faut doser parce qu'il faut utiliser ces cartes, ces plans B, ces cartes à jouer, ces jokers, ces bluffs. Il faut les jouer pendant la négociation. Et là, c'est des aléas. On ne sait pas comment l'interlocuteur réagit. On peut prévoir notre préparation, mais on ne peut pas prévoir la réaction de l'interlocuteur. Mais on peut quand même s'informer un peu sur sa situation. On sait si un hôtelier était fermé, si un hôtelier a fait la saison, si un hôtelier travaille avec la concurrence, si un prestataire a besoin de nous, si nous sommes très importants pour lui parce qu'on nous lui apportons beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, c'est des choses qu'on peut préparer. Après, il y a les aléas de la négociation sont donnés par notre capacité de mettre tous ces éléments qu'on a préparés avant sur la table. Et il faut tirer sur l'élastique, encore une fois, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop faire le tic non plus. Donc, il faut toujours rester dans cette attitude de créer des valeurs, créer des opportunités, trouver l'équilibre qui soit intéressant des deux côtés. Et donc là, voilà tout mon apport de ce jour. Je fais un petit résumé sur le parcours. Vous voyez, on a parlé de 2 types de négociations, donc distributif ou intégratif. On a parlé des 3 types de négociateurs et de l'importance de l'humain, de la négociation, de l'espace des manœuvres à reconnaître. On a parlé des processus d'achat. Tout le monde nous apprend pendant les cours de commercial les processus de vente. Mais les processus d'achat, c'est 3 phases, avant, pendant et après. Et on a parlé de toutes les techniques qui servent pour quelques techniques qui servent pour arriver à cet équilibre qui s'appelle win-win. Et toujours dans le but de créer une relation de longue durée avec un fournisseur. Vous savez, on invite très souvent les clients parce que le client nous apporte le chiffre d'affaires. Mais le fournisseur est très important parce que une bonne relation avec le fournisseur fera un client content à la fin de la chaîne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord et s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Visiblement, tu as vraiment répondu à toutes les questions que les gens ont failli se poser. Ah, fournisseur, c'est un client aussi pour un acheteur. Oui. Voilà. Mais c'est pas un jeu de mots. Il y a Bardou qui a répondu, il dit très juste. Parce qu'en fait, t'emmerdes pas, en fait. Les gens, ils se parlent entre eux sur le chat. C'est ça qui est vachement. Il y a une communauté, tu vois, et là, c'est vachement ça. Ils sont la main dans la main, tu vois, et moi, c'est émouvant. Mano à mano. Voilà, ça, c'est. C'est bien. Mais comme je dis que l'acheteur, c'est un vendeur. Donc, l'acheteur vend sa puissance, vend sa marque, vend la collaboration qui peut être créée. Et bien, le fournisseur, c'est aussi un client. C'est un client, c'est un fournisseur, mais c'est important comme un client. Sans fournisseur, on ne peut pas avoir des clients. Ça, on est d'accord. Donc, c'est un cercle. Et donc, d'où l'importance de l'équilibre, de la balance. Il faut que tout le monde soit content. Parce que si nous, on est content, et bien, notre client sera content après. Est-ce que tu ne pourrais pas aller faire un petit tour au gouvernement pour leur expliquer ça, qu'ils essayent de comprendre que finalement, tout marche, tout est imbriqué. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est une négociation commerciale, je n'ai pas assez de prétention, mais on commence du petit pour arriver au gros. Bien, donc... Voilà, c'est bien, je crois. Hein. On est pile dans le temps. Voilà. Mieux, ce serait indécent. Mieux, c'est indécent. Donc, on va essayer de se mettre dans cette attitude du négociateur empathique. Je sais pas, je fais des adjectifs, je ne sais pas, Michel, si tu peux. Donc, on va être un lapin tigre qui joue de l'empathie, qui a plein de cartes à jouer dans la poche pour faire des bluffs au poker et qui a trouvé son plan B
freiner, pour pallier l'échec, pour ne pas déprimer pour l'échec, qui ne dit jamais non, mais dit, qu'est-ce qu'il dit au lieu de dire non? Oui, mais. Oui, mais, voilà. Ah, ça, c'est hein, ça, c'est bien votre truc, vous, là, hein, Madame Oui, mais. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, peut-être le ton, c'est pas bon, hein, parce que l'importance de la voix, on a dit, la communication verbale, non, pas non plus l'excès opposé, il faut être au milieu. Donc, oui, mais on cherche à sortir de la négociation avec une tranche de gâteau qui soit bien levée. Donc, il y a Marjorie qui nous dit qu'elle va devenir un tigrou qui cherche un plan B. Alors, Marjorie, on n'est pas sur Tinder, hein, fais gaffe. Mais le plan B, il ne le cherche pas, elle l'a déjà, parce qu'elle a préparé. Ah, c'est plan B. C'est pas plan Q, pardon. Voilà. Plan B, et donc ce plan B, ça sert pour danser dans la zone de possible accord. Ah oui. Alors ça, moi, la zone de possible accord, moi, je visualise un truc et j'adore danser dedans, hein, ça c'est sûr. Ouais, parce que c'est inutile de danser sur les extrêmes de la piste. Déjà, on n'entend pas la musique, donc on reste au milieu où on danse la même danse. On a tous intérêt à rester au milieu de la... Et en plus, tout le monde nous voit, donc c'est important. Donc la zone de possible accord, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Et non. Par contre, dans la zone à possible accord, on cherche toutes les opportunités possibles. On tape dedans. Oui, il faut voir, peut-être qu'on est parti pour avoir un prix et on sort avec un prix, une disponibilité, une offre spéciale, un petit cadeau, un surclassement, etc. Et on n'avait pas pensé à demander un surclassement, mais ça passe tellement bien avec notre interlocuteur que tant que je suis, je vais demander un peu plus, mais un peu plus sans faire le souk. Donc, cette préparation fait en sorte que le négociateur ne soit pas un négociateur de marché. C'est un négociateur qui a raisonné sa position. Hein, et donc, on travaille sur les intérêts communs, parce qu'on a étudié aussi notre interlocuteur, et on travaille en vue de cet équilibre qui donnera une relation durable. D'autres questions? Ah, il y en a un qui, apparemment, il y a Bardou qui nous dit oui, bon appétit au lapin tigre. Donc, à mon avis, il a faim. Là. Midi, c'est son truc. Bon appétit. Donc, tout le monde de lapin tigre? Ah, il y a des. Alors, ça, c'est bien. Il y a Karine Poulain qui nous dit qu'on lui donne envie de retourner au théâtre, vivement que ce soit possible. Bah, tu peux. Je fais ma pub, mais on fait un truc en live vendredi. Si vous voulez suivre ce qu'on fait, on fait un truc en live. Donc voilà. Il y a toutes les informations sur la page du théâtre de Lulu sur la colline. Voilà. Vous parlez des négociations? Ouais, non, on négocie pas, nous, c'est le même prix. On commence pas à négocier, on est planté déjà. Non, mais je parle de la thématique du titre. Oui, bien sûr. Ok. Ah, comment savoir si on ne passe pas pour un marchand de tapis? Ça, c'est Marjorie Avico. Oui, et on n'est pas un marchand de tapis si on a préparé. Parce que le marchand de tapis, c'est celui qui profite du dernier mot de l'interlocuteur. Il dit, mais non, mais encore, mais non, c'est pas assez, mais non, si vous voulez pas. On est un marchand de tapis quand on improvise. On est un négociateur quand on se prépare. Non? On n'est pas d'accord? Ah, mais avec toi, toujours. Donc, comme ça, moi, je négocie plus avec toi, tu sais bien. Non, moi, non. OK. Donc, pas de questions. Pour l'instant, non, c'est apparemment... C'est bien, en fait. Ça veut dire Pas évident de trouver la bonne préparation mauresque. On est une petite structure et que l'on souhaite... quand on est une petite... Quoi ? Faut lire en français. Bah oui, mais pas évident de trouver la bonne préparation mauresque. Voilà. Morale. Morale, quand on est une petite structure et que l'on souhaite négocier avec des gros. Parce qu'en fait, voilà, avec des gros. Voilà, alors, il faut, c'est David et Goliath, c'est toujours le problème, je suis petit et eux, ils sont grands.
ou encore pire, je suis petit et mon prestataire, il travaille avec les grands qui lui donnent beaucoup de trafic. Moi, ça m'arrive tout le temps, ça. Et il faut savoir que même le petit peut être intéressant, surtout en ce moment. Donc, on est un petit grain de sable dans leur production, dans leur chiffre d'affaires à récupérer. Donc, et le petit peut devenir grand. Donc, le problème de la taille, on se la pose nous. C'est-à-dire, c'est un complexe. Oui, alors ça, c'est pas la taille qui compte, hein. Hein? S'il te plaît. Oui, mais bon, je voulais dire, le problème de la taille de l'entreprise ou de la taille du chiffre d'affaires qu'on peut proposer, on se la pose nous. Donc, il faut, si on est préparé et si on montre qu'on est intéressant, ben le prestataire aura intérêt à travailler avec un petit aussi. Et on peut toujours lui dire qu'un puissant devient trop puissant et donc il imposera le rythme de la danse au prestataire, qu'alors avec nous, on peut discuter. Vous voyez? Donc, il faut pas comment dire, perdre le moral. Il faut être bien motivé et avoir les arguments. Donc, préparer des arguments pour défendre la position de petit. Revenir sur la négociation distributive et intégrative, la différenciation entre ces deux concepts. Alors, distributive, ça veut dire, moi, je veux travailler avec toi à ces conditions, oui ou non. Donc, si j'obtiens tout, l'interlocuteur, il ne va rien demander de son côté, donc il n'a pas un équilibre. Donc, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd ou qui gagne relativement. Alors que la négociation intégrative, on travaille sur les opportunités de deux côtés. Donc, intégrative, distributive, on distribue l'orange. Pensez à l'orange. Il y a Camille voulait l'orange et Michel voulait l'orange. Et s'ils n'avaient pas pensé que l'utilité, c'était pour les deux, eh bien, il y en a une seulement qui aurait pris l'orange. Donc, l'intégrative, c'est intégrer les possibilités, les besoins de l'interlocuteur. Il y a Fanny qui demande, avez-vous des recommandations de support, sites, ouvrages pour en savoir plus sur les techniques de négociation? Il y a plein de livres. Il y en a de difficiles, on va dire, scolaires, universitaires. Mais moi, je vais vous le conseiller parce que je l'ai mis en... Alors, quand on parlait de lapins, etc., je fais la pub parce que ça m'a vraiment plu. Et en plus, c'était mon boss à une époque qui me l'avait offert. La négociation en entreprise de Gundula Welty. C'est un petit livre Erol. Il y a des petits chapitres, un pour soir, hein, un livre de chevet pour penser comment je négocie demain. Super amusant, avec plein de métaphores, etc. Et sinon, vous allez dans chez Fnac ou dans des bibliothèques, dans des librairies comme ça, vous cherchez le chapitre de négociation, sans aller chercher les négociations en ambassade, négociations commerciales, il y en a plein. Mais attention, il faut faire attention à ne pas tomber sur les livres qui nous donnent formules, simulations, etc. Ce livre, c'est vraiment sympa. Bon, ben là, je crois qu'apparemment, on est bien. Hein. On est bien. On a répondu à tout le monde. La cloche de midi sonne, donc on est dans le timing. Parfait. On va dire au revoir. On va dire au revoir. Et je ne sais pas si Valentine ou Sylvie veut reprendre la parole. Nous, on la cède. Et sinon, c'est nous que... Valentine? Non? Eh ben, non, merci beaucoup. Et moi, je vous laisse le mot de la fin à tous les trois. Et merci à tous pour votre participation et votre présence. À bientôt. À bientôt. On se retrouve en tous les cas sur... Mais ça, on en parlera après. Là, vous pouvez dire au revoir aux gens. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, au lieu de penser que je dis n'importe quoi, espèce de dingue. Voilà, on est encore en public. Non, c'est simplement pour le teaser le prochain, pour le 9 mars. Le 9 mars. Vois, sur la relation, en fait. Sur le relationnel. Et ben là, c'est bien teasé. Mais c'est pas vrai. Bonne communication, bonne compréhension. Ouais, on se retrouve le 9 mars. On va vous donner des outils qu'on n'utilise pas. Donc, on vous retrouve avec plaisir le 9 mars sur l'atelier de l'intelligence relationnelle. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais, intelligence. Allez, merci pour l'écoute. À bientôt et bonne négociation.